à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, mardi passé, on a parlé aussi de la guerre qui était déjà à Goma, la guerre qui a été initiée par le M23, le mouvement des rebelles, qui revendiquent leurs droits à l'est de la RDC. Ce soir, on va encore une fois analyser l'impact de l'absence prolongée de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais sur la sécurité et la paix dans la région des Grands Lacs. Cette émission vient au moment où le M23 a annoncé hier qu'il a cessé le feu pour permettre aux organisations humanitaires de faire circuler les dons et d'arriver aux bénéficiaires. Ce cessez-le-feu a été annoncé hier par le M23 pour que les gens puissent accéder à l'assistance, parce qu'à cause de la guerre, il n'y avait pas moyen d'assurer l'assistance aux bénéficiaires. Comme vous le savez, cette guerre vient d'emporter de vies humaines en milliers et même plus de 500 000 déplacés de guerre. Donc, ils sont dans les pays voisins et d'autres sont déjà à Goma, mais il y en a qui sont en RDC, il y en a qui sont au Rwanda, au Burundi. Donc, il y a des réfugiés un peu partout suite à cette guerre qui a éclaté à Goma. Rappelons que le M23 occupe depuis le 27 janvier 2025 le contrôle de la ville de Goma. Donc, cette émission vient encore dans le contexte d'un dialogue ou d'un sommet conjoint entre la communauté économique de l'Afrique de l'Est, EAC, et la SADC. Ce sont deux organisations d'intégration économique qui a été convoquée par le président kenyan. Le président kenyan, c'est lui qui est à la tête de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, EAC. Donc, il convoque ce sommet conjoint pour focaliser sur la sécurité, la guerre à l'est de la RDC, pour que les deux organisations puissent unir les forces pour trouver une solution à l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. C'est aussi, cette émission vient aussi dans le cadre de la conférence de presse qui a été tenue samedi passé à Kinshasa. C'était une conférence de presse tenue par le ministre de la Santé et le ministre de la Communication. Ils ont déclaré ouvertement qu'ils ne peuvent pas avoir de dialogue entre le gouvernement congolais et un groupe armé, parlant donc de M23, pour dire que pour eux, le dialogue n'est pas possible si le M23 n'a pas encore déposé des armes. Entre-temps, la communauté internationale continue à interpeller pour qu'il y ait le dialogue afin de ramener la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Voilà donc le contexte de notre émission. Nous avons des invités ce soir qui vont nous permettre d'analyser l'impact que cette guerre est en train d'avoir sur le Congo, la République démocratique du Congo et les citoyens en général, mais aussi sur la région, les pays voisins, et l'Afrique même en général. Pourquoi pas? Parce que actuellement il n'y a pas un pays, parce que le monde est devenu un village. Donc bienvenue à cette émission Alain Mukurarinda. Il est le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue à cette émission. Merci. Nous avons aussi M. Alfred Jasna Camus. Il est directeur de Charlogon Media. Il est du Tchad, mais il vit ici à Kigali. Bienvenue aussi à cette émission. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Nous avons Monsieur Kanyana Kabale Bernard. Il est chercheur, ancien journaliste. Il est né en République démocratique du Congo. Il maîtrise et traite souvent des sujets dans des analyses qu'il fait sur la région, spécialement sur la région des Grands Lacs. Et ce soir, il va aussi nous permettre d'analyser le manque, l'absence prolongée de ce dialogue et qu'est-ce qui est à la base de cette attente
parce que la plupart des pays, la plupart des amis, la plupart des voisins de la République démocratique du Congo ne cessent à réclamer le dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc il va nous aider à comprendre pourquoi ce dialogue traîne. Et nous avons aussi un autre invité, c'est Théogène Manirakiza, qui est directeur d'un organe de presse, c'est Okwezi. Il est avec nous ce soir. Il a pu couvrir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Il va aussi nous aider à comprendre ce qui s'est passé et surtout à nous dire, après son analyse, ce qu'il a vu et s'il y a aussi un espoir de dialogue après la guerre qui a éclaté à l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la ville de Goma. Bienvenue aussi Théogène, merci beaucoup, il est en ligne. Et sans trop tarder, on va commencer par lui. Pour qu'il puisse nous mettre dans le bain. C'est un journaliste rwandais, qui est allé quand la guerre a éclaté à Goma, il était là, il a pu couvrir la guerre. Il va nous dire ce qu'il a vu, nous décrire un peu ce qu'était la situation et après on va revenir vers les invités qui sont avec moi au studio. Alors, sans trop tarder, on peut avoir Théogène. La technique, s'il vous plaît, si on peut avoir Théogène, il va nous décrire ce qui s'est passé à Goma en tant que journaliste qui y était présent à Goma. Il a pu voir certaines choses, il a pu entendre certaines choses, il a observé l'environnement. Donc, Théogène va nous décrire ce qui s'est passé à Goma. La technique, s'il vous plaît. Lors des combats, j'étais à Rubavu, tout près de Goma, et j'ai pu suivre ce qui se passait, et j'ai pu attendre ce que donc le bruit des combats à Goma. J'ai pu trouver même la réaction de la population de Rubavu lors des combats, et j'ai vu même des victimes venant de Goma et ceux de Rubavu. Comme vous le connaissez, il y a des victimes, il y a des Rwandais qui sont tués et d'autres blessés. Donc la situation lors des combats était vraiment était mauvaise. Comme vous le connaissez, la ville de Rubavu est souvent fréquentée par la population de Goma, mais cette fois-ci, la population de Goma ne pouvait pas rester à Rubavu parce que il semblait traumatisé et il préférait continuer jusqu'à Kigali. Donc même dans la route de Kigali, Rubavu, tu trouvais beaucoup de voitures avec des plaques congolaises. Donc ce qui montre que beaucoup de Congolais ont choisi d'aller loin de Goma. Il y a même des gens de Rubavu qui ont préféré d'aller un peu loin de leur domicile. Les uns sont allés à Kigali ou ailleurs, pas près de Rubavu, parce qu'il y avait vraiment le bruit qui montrait que la situation à Goma n'était pas bonne. Ça n'a pas duré trop longtemps. Le bruit de gueule s'est stoppé et puis on a commencé à dire que la ville de Goma a été libérée par le M23. Mais la population semblait encore traumatisée. Mais le temps est venu, des gens ont commencé de retourner à Goma, même si la situation vraiment était encore critique. Nous avons pu arriver à Goma lorsqu'on était un peu sûr que la sécurité est assurée. On a capté l'information que des combats étaient stoppés et que aussi la population était vraiment en pleine sécurité. On est arrivé à Goma, on a pu trouver les routes qui étaient vraiment vides. J'ai pu contacter
quelques-uns que j'ai rencontrés à Goma, je les ai demandé où était la population. On m'a dit que la plupart étaient vraiment dans des maisons et puis ont choisi de fuir de l'extérieur de Goma. Le M23 a commencé de dire à la population qu'ils doivent se sentir à l'aise, que la sécurité va être assurée et que personne ne va pas déranger leur sécurité. Donc, la population a commencé d'avoir confiance aux combattants des M23 et certains nous ont dit qu'ils ont vu le changement parce que les soldats ou bien les combattants de M23 ne pouvaient pas faire aucune action de sécurité à la population. Et puis, des gens même à l'extérieur de Goma, c'est-à-dire à Rubavu, ont commencé de se sentir à l'aise. Les uns ont commencé de regagner leur domicile. Donc, la situation a changé complètement en peu de temps. Il y a des activités qui ont commencé à Goma, comme le nettoyage communautaire, qui a été même une occasion des combattants de M23 de donner le message que la population doit se sentir à l'aise, mais aussi que des activités socio-économiques doivent recommencer dans la ville de Goma. À ce qui concerne le dialogue entre les combattants de M23 et la RDC, je pense que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a ce qu'on peut appeler d'extrémisme du côté de la République démocratique du Congo, parce que avant de reconnaître les combattants de M23 comme des Congolais, ils disent que c'est un mouvement terroriste, ce qui rend très difficile la négociation parce qu'on ne peut pas faire le dialogue avec quelqu'un qu'on ne peut pas accepter qu'il est citoyen. Du côté de M23, même dans la conférence de presse préparée par les combattants de M23, avec le coordinateur de AFC M23, Colonel Nanga, qui a dit que le M23 est prêt des négociations. Il veut le dialogue, mais qui est direct. Donc, ils ne veulent pas que le M23 et la République démocratique du Congo vont négocier avec une influence d'une autre partie. Donc, ils veulent qu'il y ait une négociation entre la RDC et le M23, mais directement sans aucun autre intermédiaire. Et même du sommet de Rwanda, on n'invite jamais le M23. Et même la rencontre des chefs d'État congolais et rwandais, qui devrait se passer le 15 décembre l'année passée, le sujet de la présence de M23 a eu une cause qui a provoqué que la rencontre de président Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame a été impossible. Donc, toutefois que le M23 n'est pas reconnu comme un mouvement des Congolais, on dit toujours que c'est un mouvement rwandais qui est soutenu par le Rwanda. Ça ne va pas être facile. Voilà donc ce qui s'est passé à Goma. Merci beaucoup Théogène de votre intervention. Et il a terminé en disant que le M23 est considéré comme un mouvement de Rwandais, pas comme un mouvement de Congolais. Alors je vais directement poser la question à Alain Mukurarinda. Après la prise de la ville de Goma par le M23, est-ce qu'on va toujours dire que le M23 est un mouvement rwandais, comme la plupart des gens le disent? Je lisais tout à l'heure le site web de RFI. On disait que c'est le M23, mouvement rwandais,
qui a été soutenu par des Rwandais pour prendre la ville de Goma. Je cite. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette, comment dirais-je, de cette appellation? Je pense que il faut faire un peu de recherche. Premièrement, le président, à certains moments, le président Tshisekedi a été clair. Quand la question lui a été posée, si le M23 et tous les réfugiés, par exemple, qui sont dans les camps, que ce soit au Rwanda, il y en a plus de 100 000, ou en Ouganda, plus de 200-300 000, au Kenya, un peu partout. On lui a posé la question de savoir si ces gens sont des Rwandais ou sont des Congolais. Et à ce moment-là, il a bien expliqué que c'était des Congolais. Mais par après, ils ont mis en place un narratif comme quoi que le M23 est soutenu par le Rwanda et en vue de piller les richesses de la RDC. Donc, soyons clairs, ces gens, ce sont des Congolais. Mais si tu leur poses même la question, ils te diront qu'ils sont Congolais, ce sont des réfugiés ici, et ils n'ont pas envie de rester toute leur vie comme réfugiés. Donc sur ce point, c'est clair. Bon, de notre côté, comme je viens de le dire, la RDC et son gouvernement, ils ont mis en place ce narratif. Ils ont même exigé aux journalistes, que ce soit des journalistes locaux, que ce soit des journalistes internationaux, de chaque fois dire que le M23 est soutenu par le Rwanda. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas dit et dont leurs chaînes d'information ont été, le signal a été coupé. Donc il ne faut pas que les gens soient surpris par cette façon de parler qui a été mise en place par le gouvernement congolais, qui a fait des efforts énormes, qui a cherché, qui a mis en place un budget, qui a distribué de l'argent un peu partout. Et essayer de voir, par exemple, souvent je suis des influenceurs de l'Afrique de l'Ouest qui ne parlaient jamais de cette situation. Tout d'un coup, 2 semaines avant que la guerre éclate au Congo, tu vois, il y a par exemple, je sais pas, je crois que c'est un philosophe camerounais qui vit en France, qui se met à parler du Rwanda. Et souvent d'ailleurs, quand ils commencent à essayer d'expliquer le problème à partir de l'histoire, ils se trompent. Pour vous montrer la précipitation avec laquelle ils se mettent à parler du Rwanda. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation d'un côté, nous avons un narratif qui a été mis en place, mais d'un autre côté, où nous connaissons les problèmes qui se posent réellement et auxquels le gouvernement congolais ne veut pas faire face. Il y a un problème de sécurité du Rwanda. C'est un problème vital pour le Rwanda. Et le président de la République du Rwanda a été clair. Tant qu'il s'agira de protéger les Rwandais et son territoire, il prendra des mesures nécessaires, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau sécuritaire, pour assurer cette sécurité. Et il ne demandera pas de permission à qui que ce soit. Il l'a toujours dit. Et d'ailleurs, dernièrement, pour parler de Luanda, le Rwanda a accepté de lever des mesures si ce problème est résolu. De notre côté, il y a un problème, vous l'avez évoqué, des gens qui luttent pour leurs droits, qui soient reconnus comme Congolais, malgré qu'ils soient Tutsis, malgré qu'ils soient rwandophones, mais ils sont partis là-bas depuis 2-3 siècles. Ils sont là-bas, ils sont nés là-bas, ils connaissent pas d'autres pays. Donc voilà, il y a ces 2 problèmes qui sont posés, mais auxquels le gouvernement congolais ne veut pas parler ou ne veut pas essayer de discuter pour trouver une solution. Tant que ces problèmes vont perdurer, cette situation-là ne va pas se résoudre facilement. Merci beaucoup. Kanyana, vous êtes né en RDC et justement, j'avais posé la question à Alain, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le M23, pourquoi on les nomme un groupe de rebelles rwandais qui veulent accaparer la terre de la RDC? Vous êtes né là-bas, peut-être vous avez d'autres raisons qui poussent certains à dire qu'ils sont plutôt rwandais que congolais.
Merci beaucoup pour la question, mais j'ai toujours constaté que la politique d'encadrement de la population au Congo, elle joue un double jeu ou un triple. C'est-à-dire on dribble. Quand on dit que tel peuple est rwandais, on vise avant tout l'ethnie. Ça veut dire qu'il y a derrière tout ce qui se dit la raciologie européenne qui date depuis le 19e siècle. Et lorsqu'on parle de la population du Nord Kivu, par exemple, vous constaterez que lors de la conférence nationale souveraine de 1990, n'avait été exclu que Monseigneur Kanyamachumbi Patient, secrétaire général de l'épiscopat, juste pour son faciès Tutsi, avait été exclu aussi Monsieur Rwakabuba Sheja, ancien membre du comité central, pour son faciès Tutsi. Les autres, qui ne sont pas identifiés comme Tutsi du Nord Kivu, étaient restés à la conférence. Ça veut dire que derrière cette affaire, il y a le racisme. On ne fait que dribbler. Et lorsqu'on parle de Congolais rwandophones, moi je me suis toujours soulevé. Il ne s'agit pas de tous les Congolais rwandophones, parce que tous les Congolais rwandophones ne sont pas visés par les mots qui tuent. Les mots, les verbes, les vocabulaires peuvent tuer comme des machettes. Et c'est ça qu'on utilise. Pour dire que le M23, il lutte pour les droits de qui? Le M23 est discriminé au départ. Alors, pour se libérer de cette discrimination, il a décidé de prendre les armes. Et n'oubliez pas que même l'État congolais les a à un moment donné reconnus et invités à Kinshasa. Ils y ont passé plus d'une année en train d'être peut-être observés ou juste comme l'église catholique appelait les païens et les encadrer avant le baptême. Je pense que c'était ça. Vers la fin, ils sont repartis comme ils étaient venus, sans solution, sans recommandation, sans rien. Et pendant la première guerre du M23, qui s'était soldée par une défaite cuisante, grâce à l'aviation tanzanienne, à Tchanzu, les M23 s'étaient rendus en Ouganda. Et on parle toujours des rwandophones qui se sont rendus en Ouganda, mais on ne parle pas d'autres rwandophones de l'ethnie opposée à celle identifiée comme Tutsi et qui vivent en paix au Nord Kivu, à Masisi, à Rutshuru, à Goma, à Kinshasa. Ils vivent. D'autres exercent des fonctions gouvernementales, ne sont jamais inquiétés. Mais on dit les rwandophones qui sont partis en Ouganda. Non, ce sont les perçus comme Tutsi, discriminés, qu'on a exclus de la citoyenneté congolaise. Et pourquoi, avant on les acceptait, et je pense qu'Alain l'a dit, et pourquoi ils ont changé maintenant? Quels sont les intérêts qui sont derrière ce changement? Si avant ils étaient reconnus, si le président les a reconnus comme Congolais, qu'est-ce qui a fait que maintenant ils changent d'avis? Selon toi qui as vécu là-bas, qui analyse de près ou de loin ce qui se passe en RDC? Le Congo est un pays phénoménal. Lors de la présidence du maréchal Mobutu, avec son parti unique, l'MPR, tout le monde se sentait congolais sans discrimination. Même les fœtus qui étaient dans le sein de sa mère étaient membres du MPR avant de naître. Et tout le monde se sentait solidaire devant l'autorité foudroyante du maréchal Mobutu. Mais dès que le maréchal Mobutu commençait à s'affaiblir avec le temps et avec la maladie, notamment il avait la prostate, les politiciens congolais, sous ses ordres, ont commencé à jouer chacun sa carte. Je me rappelle qu'en 1990, lors de la conférence nationale souveraine,
le président de la conférence nationale souveraine, Anzoroni Bembe, un extrémiste de première classe, avait organisé, sur ordre de Mobutu, la conférence nationale. Et je répète, j'en ai parlé au début, cette même conférence nationale souveraine avait démarré avec comme responsable Monseigneur Monsengo, secondé par Monseigneur Kanyamachumbi Patient, secrétaire général de l'épiscopat. Ce n'est pas n'importe qui. Et les choses allaient bien. Mais à un moment donné, on a improvisé une idée, l'idée de Zaïrois de nationalité douteuse. Et on a exclu le secrétaire général qui détenait les dossiers qu'il avait préparés. Et qui était d'expression, qui était rwandophone? Oui, rwandophone entre guillemets, mais de faciès Tutsi. Il a même été mon recteur au grand séminaire. Il est même venu ici organiser. Donc on l'a exclu, si j'ai bien compris, on l'a exclu pour dire qu'il n'est pas zaïrois d'origine. Oui, à base de ce racisme-là. Ok, merci. Racisme anti-Tutsi. Oui, merci beaucoup Kanyana de votre intervention. Alors après ce qui s'est passé à l'est de la RDC, la prise de la ville de Goma par le M23, est-ce qu'on peut parler maintenant on peut espérer que les pourparlers, le dialogue va avoir lieu? Alain et puis Alfred. Oui, on peut espérer que les pourparlers vont reprendre. Et d'ailleurs, tu l'as bien exprimé que ce week-end, il y aura une réunion entre la SADC et la... Mais Alain, quand je faisais circuler la fiche de cette émission, il y a quelqu'un qui a dit et le pourparler, ça sera entre Tshisekedi et Paul Kagame. Où est le M23? Non, je pense que les gens ne doivent pas se tromper. Chaque fois, le Rwanda a toujours posé cette question. C'est pas parce que le gouvernement congolais l'ignore ou fait semblant de ne pas avoir entendu. Prenons l'exemple de 2 réunions qui se sont déroulées à Luanda. Le facilitateur avait invité le M23, même s'ils n'ont pas participé à la réunion, mais à la fin de chaque réunion, le facilitateur donnait son rapport concernant ce qu'il avait, sur quoi il avait discuté avec le M23, même s'il ne faisait pas partie. Donc c'est pas parce que vous ignorez une population, une partie de votre population, la population n'est pas là. Donc espérons que cette fois-ci... en Tanzanie? En Tanzanie, ou espérons qu'en reprenant le dialogue, on va reprendre le processus de Nairobi qui a été arrêté exprès par le gouvernement congolais, qu'on va reprendre le processus de Luanda et qu'on va réellement s'attaquer aux problèmes qui se posent. Il y a le problème de la sécurité du Rwanda, il y a le problème de ces personnes dont on parlait qui luttent pour leurs droits. Et chaque fois, il y a les problèmes des réfugiés aussi. Et il y a aussi cette façon de dire que voilà, le Rwanda est en train de voler les matières premières en RDC. J'ai entendu le président hier avec le journaliste de CNN. Il a très bien dit que l'Afrique du Sud était le premier bénéficiaire des matières premières en provenance de la RDC. Et le journaliste lui a demandé, est-ce que vous êtes prêt à amener les preuves sur la table, à mettre les preuves sur la table? Et le président a dit, oui, je suis prêt à les mettre sur la table tant que les Africains décident eux aussi amènent leurs preuves pour prouver le contraire. Donc il y a des informations. Et il a dit qu'il est sûr que tout le monde est au courant, même s'il n'en parle pas. Donc, espérons, le Rwanda a toujours été pour la voie de discussion, pour la voie de pourparler, pour la voie de négociation. C'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Espérons qu'avec la réunion de ce week-end, cette voie va reprendre. Merci beaucoup. Alfred, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce sommet conjoint de la SADC et de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, East African Community? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport aux résultats? Merci de m'avoir donné la parole pour parler du sujet. Micro, s'il vous plaît, le micro. Il fait l'actualité. Vous savez, actuellement, au niveau de... Ça marche. Oui, ça marche, ça marche. Au niveau de la communauté internationale, je crois qu'il y a des communiqués qui commencent à tomber au niveau du
Conseil de sécurité qui fait appel directement à un cessez-le-feu. C'est-à-dire que le gouvernement congolais doit accepter ce cessez-le-feu. C'est-à-dire l'ambition de continuer la guerre doit s'arrêter à ce niveau. Mais ça, c'est le fait unilatéral, je l'ai dit au début. C'est le M23, mais ce n'est pas un cessez-le-feu par les deux parties en guerre. Au niveau du Conseil de sécurité, leur appel, c'est bien clair. Ils appellent les deux parties, c'est-à-dire le M23 et le gouvernement congolais, responsable du pays. Donc, de s'ouvrir, de dialoguer avec le M23. Donc, dans les jours à venir, ils n'auront pas le choix que de prendre cette décision en considération et accepter le dialogue avec le M23 et également entendre aussi l'appel qui vient aussi de la communauté des Est-Africains. C'est ce que je crois. Donc, vous pensez que vous êtes optimiste par rapport aux résultats? Oui, nous sommes optimistes par rapport aux résultats parce qu'il n'y a pas de choix. Parce qu'après une guerre, il faut toujours s'asseoir pour parler. Parce que quelque part, au niveau du mouvement M23, ils sont sur leur chemin de lutte pour leurs droits. Donc, je ne vois pas que si le gouvernement congolais continue à réfuter l'argument que le M23 ne sont pas des Congolais, donc moi, cela ne va pas résoudre les choses. Donc il va falloir absolument que le gouvernement congolais, vu déjà la pression de la communauté internationale, je crois qu'ils vont accepter. Parce que la requête du gouvernement congolais était d'espérer recevoir des sanctions au niveau du mouvement M23 et des sanctions selon sur le gouvernement rwandais. Et c'est ce qui n'a pas été le cas. Et cela a été même vu au niveau du Conseil de sécurité. Beaucoup de pays sont tués et ils ont clairement appelé au dialogue. Je m'excuse. De toute façon, on n'a pas le choix. Et l'expérience nous l'a montré. Cette guerre, elle dure depuis combien de temps? Disons depuis que ils ont été battus en 2012-2013. Entre-temps, il y a eu des négociations, ils sont allés au Congo, vous l'avez dit, ils sont restés là-bas pendant 14 mois et à un certain moment, le président Tshisekedi a dit qu'il ne le connaissait pas et puis il a accepté qu'il les avait invités, que c'était son ministre de l'Intérieur qui les avait invités. Et entre-temps, la guerre a repris, mais personne ne va gagner cette guerre. En d'autres mots, ce problème sera résolu par la voie diplomatique, par la voie des négociations et non pas par la guerre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pourquoi on veut... il avait lu le sujet de l'émission. Il m'a dit pourquoi vous voulez que les gens dialoguent? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Peut-être que c'est la guerre qui doit terminer le problème. Écoute, dernièrement, quand le processus de Nairobi a été interrompu par le gouvernement congolais, donc il a montré qu'il a choisi la voie de la guerre. Il a appelé la SADC. Dernièrement, on nous a menti en prétendant que la SADC était là pour le maintien de la paix. On a vu ce qui s'est passé cet après-midi. La SADC était là pour une mission offensive. Ils ont appelé les Burundais, l'armée burundaise, pour venir se battre. Et puis, vous avez vu les mercenaires qui sont passés au Rwanda. Il y en a d'autres qui sont là-bas. Les mercenaires, eux, ils prétendent qu'ils sont venus former l'armée congolaise, mais ils sont venus se battre. Plus les FDLR, plus les Wazalendo. Donc, le gouvernement congolais avait choisi la voie de la guerre. Et voilà qu'il vient de perdre une bataille à Goma, mais ça ne fait que conclure ou confirmer ce qu'on a toujours dit. La solution ne viendra pas par la guerre, mais par les négociations. Donc espérons qu'avec la reprise de ces négociations, avec l'appel de la communauté internationale pour les négociations, avec les cessez-le-feu, espérons que les gens vont se calmer et essayer de retourner autour de la table pour négocier. Bernard, est-ce que le cessez-le-feu
qui a été déclarée depuis hier par le M23, pour vous, est-ce qu'elle pourrait être, je dirais, prolongée, quitte à ce qu'il y ait des discussions, ou selon vous, vous croyez que le M23 va continuer, comme il a dit, d'avancer vers le sud Kivu, vers Bukavu, et influera aussi le Burundi? Moi, je ne crois pas à ce qui se dit. Je crois plutôt à ce qui se passe, ce que je vois, ce que je constate. Le M23 est déjà un peu plus à la zone décalée, c'est-à-dire à 70-78 km de la ville de Bukavu. Mais lorsqu'on prenait la ville de Goma, ils n'étaient pas à ce niveau. Ça veut dire qu'ils avancent pendant que les autres sont dans la ville. Et le cessez-le-feu qu'on proclame aujourd'hui n'est pas contextuel, parce qu'on aurait pu proclamer ce cessez-le-feu depuis qu'on n'avait pas encore pris ça, que quand les populations des camps n'étaient pas accessibles, lorsque la ville de Goma manquait de l'électricité, lorsque la ville de Goma manquait de l'eau, le cessez-le-feu devait avoir lieu pour qu'on approvisionne en eau. Je suis même parmi ceux qui avaient écrit à des amis pour leur dire que la victoire militaire, elle est inutile si on n'approvisionne pas la ville en eau. Parce qu'avec l'absence de l'eau, il y aurait peut-être le choléra ou dysenterie. Et les militaires qui savent se battre par des fusils ne sauraient pas se battre contre la dysenterie, contre l'épidémie. Pour vous, le cessez-le-feu peut ne pas être... Le cessez-le-feu, ça peut être un attrape-nigo, comme on dit. Mais ça peut également aussi vouloir montrer que voilà, on annonce une réunion très importante, arrêtons la guerre, et pour pouvoir aussi approvisionner les gens pour des conditions humanitaires, et puis voir aussi ce qui va se passer au niveau de cette réunion. Bon, s'il y a des décisions qui sont prises, qui sont positives, on continue. Surtout que c'est un seul fait unilatéral. Je pense que, comme il vient de le dire, à certains moments, il faudra que tout le monde accepte ce cesse-le-feu, mais en fonction peut-être de ce qui va se passer ce week-end. Oui, c'est pour ça qu'il ce n'est qu'une offre. Ce n'est qu'une offre qui peut ne pas avoir un preneur. Quand il n'y a pas de preneur, le cessez-le-feu sera inutile. Et puis, le cessez-le-feu n'allège pas le mal sur la population. La population est vraiment traumatisée par beaucoup d'années d'hier, est appauvrie, est misérable. Oui, je pense il y a même des gens qui n'ont plus rien à manger. Des gens qui ne savent plus travailler. Et on va se dire, on se bat pour eux. Vous allez vous battre pour les cadavres. Ils vont mourir. Oui, on va revenir à ça. Alfred, vous avez demandé la parole. Avant même que vous n'interveniez, j'aimerais demander aux téléspectateurs de pouvoir nous envoyer les messages sur WhatsApp. C'est le numéro qui s'affiche à votre écran. Vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler pour réagir au thème de cette émission, qui est de voir l'impact de l'absence de dialogue sur la vie et la sécurité et le développement même des citoyens de la République démocratique du Congo, mais aussi sur la vie dans la région en général. Oui, Alfred. Oui, je voudrais notifier ici sur le cessez-le-feu. La communauté internationale a fait lancer un appel pour que les partis observent un cessez-le-feu. Maintenant, ils sont là en train de suivre le développement de ce conflit et aussi voir si réellement les deux parties vont respecter cet appel au cessez-le-feu et engager des pourparlers pour vers une solution que tous les Congolais espèrent, la paix, et arrêter aussi ce qu'on appelle la guerre qui sévit dans la sous-région. Donc là, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que ce que la communauté internationale va faire, c'est qu'après avoir lancé cet appel de cessez-le-feu,
S'il y a violation de cet appel, alors c'est de là maintenant que les sanctions de la communauté internationale, précisément du Conseil de sécurité, vont tomber maintenant, soit du côté du gouvernement, soit pour le M23. Mais, Oui, excusez-moi. il disait que tu n'es pas vraiment optimiste par rapport à ce cessez-le-feu. Concernant le cessez-le-feu et même la prochaine négociation, je ne suis pas seulement pessimiste, je suis certain que les négociations auront lieu, bel et bien, pour deux raisons. La raison historique. Mobutu avait juré de ne jamais s'asseoir avec Kabila lors de l'AFD. Il a attendu, je crois, 7 mois. Et lorsque l'AFD était à la porte de Kinshasa, il accepta d'aller rencontrer Kabila sur le bateau Itenika dans l'océan Atlantique. En dernière minute. Moi, je me demande si les responsables politiques sont conscients de la misère qu'endure la population à travers la guerre. Au lieu d'attendre un certain temps pour décider d'accepter les négociations, moi je crois que dès que l'ennemi a pris ne fût-ce qu'un centimètre carré de votre terre, vous devriez courir et négocier. On devait négocier depuis que M23 était à Bunagana. Et on a attendu, on tue les gens, on déplace les gens. Ils n'ont pas négocié jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous fait penser que le prochain sommet et même d'autres réunions qui vont suivre et vont permettre ce dialogue qui a manqué depuis des années? On va contraindre le gouvernement congolais à négocier. C'est très sûr. On sait qui? C'est-à-dire SADC et EAC. Oui, la communauté, ça fait partie de la communauté internationale. Et si vous lisez sur les Nations Unies, le Conseil de sécurité exige les pourparlers. Quand on exige déjà les pourparlers à ce niveau-là, vous ne pouvez pas échapper. Sanctions ou pas, en tout cas, vous ne pouvez pas échapper à ça. Donc, il n'y a pas... Et moi, je me dis que si le président Tshisekedi continue à refuser les négociations, c'est parce qu'il y a des intérêts qu'on n'atteint pas encore tout à fait et on voudrait les atteindre en attendant que la guerre circule, qui continue les gens. Il y a une force derrière. Je présume, je l'ai toujours dit, cette guerre a pour origine les génocides des Tutsis du Rwanda. Moi, j'étais à Kavumu lorsque la turquoise française atterrit le 22 juin 1994. Ils étaient venus avec une étiquette mission humanitaire, mais ils n'avaient aucun sac de riz, aucun sac de maïs, aucun flacon de lait. Mission humanitaire, ça peut être aussi... Au contraire, ils avaient 50 missiles. Et ils avaient des armes. Ce n'était que des soldats. Des soldats à mission humanitaire au Rwanda. Et ils traversent le 23 au matin. Moi, je les observais depuis Ngouba. La première chose, ils prennent l'aéroport de Kamembe pour y installer 50 missiles. C'est seulement après-midi qu'ils sont allés au camp de Nyarushishi juste pour distraire les opinions. Et 3 jours après, ils étaient dans la ville de Butare, voulant venir à Kigali. Vous voulez dire que l'histoire va se répéter? Je vais y arriver. Lorsqu'ils n'avaient pas pu contraindre les Inkotani pour la libération du Rwanda, ils ont alors reculé et ils ont pris la frontière rwandaise et contre le Congo pour installer un chapelet de camps de réfugiés juste à proximité de la frontière, contrairement aux conventions internationales, notamment la convention de Genève sur les réfugiés. On les a accueillis avec armes et munitions, avec l'argent de la Banque nationale du Rwanda, avec les télévisions. J'ai même vu des gens qui transportaient les écrans d'ordinateurs. Et cela montre quoi aujourd'hui dans la guerre de... Ce que je veux dire. Ceux-là qui leur ont facilité, ceux-là ont un grand plan qui n'est pas encore abouti.
C'est celui-là qu'il cherche à finaliser. Et ce sont eux qui doivent être derrière. Tshisekedi pour lui dire, n'accepte pas de négocier, nous sommes là. Ok, merci beaucoup. Je présume et j'assume. Merci beaucoup Bernard. Le temps nous en dira plus, puisqu'on ne peut pas, le futur ne nous appartient pas. Donc on attend, on va voir ce qui va se passer. Et Alain, on a parlé de la protection du Rwanda avec des armes. Il y a eu des tirs mortels qui sont venus de Goma vers Rubavu. Et les forces armées rwandaises ont arrêté ces tirs. Et c'est même c'est avec cette réaction, les gens ont dit voilà, on avait dit que le Rwanda était au Congo. Ils n'ont pas dit que le Rwanda était à la frontière pour protéger le Rwanda. Ils ont dit voilà, le Rwanda, comment ils réagissent pour arrêter les tirs. Alors, ça veut dire que le Rwanda est en RDC. Donc, je crois que ça, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est un narratif qui a été mis en place. Si vous avez suivi les débats devant la commission du Parlement en Afrique du Sud, les militaires ont confirmé que les FARDC ont tiré sur le Rwanda et que le Rwanda a dû répliquer pour protéger la population et que ils ont même, le Rwanda leur a demandé où était leur position pour éviter de tirer sur eux. Et j'ai entendu aussi le ministre des Affaires étrangères, madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC, s'offusquer ou être étonné que le Rwanda ait des armes sophistiquées. Oui, on a le droit de voir des armes sophistiquées pour protéger la population, pour protéger le territoire du Rwanda. Parce qu'on a vécu une situation de guerre, on a vécu une situation de génocide, et le président a juré que cette situation ne va plus jamais avoir lieu. Donc que le Rwanda sache prévoir qu'est-ce qu'il lui faut pour sa sécurité, c'est normal. On n'est pas sous embargo, donc on peut acheter ce dont on est capable d'acheter ou ce qu'on juge utile d'acheter pour protéger la population. Donc le Rwanda n'a pas attaqué, il a réagi en position défensive. Donc tout le monde l'a d'ailleurs vu, mais cela ne veut pas dire... Prenons un exemple, hier on nous parlait de 700 morts, 800 morts à Goma, ce soir je pense qu'on parlait de 900 morts, mais à Kinshasa on parle de 2000 morts. On parlait de 3000, 4000 soldats rwandais. À Kinshasa, hier, on parlait de 10 000 soldats rwandais qui seraient rentrés au Congo. Donc, il y a une façon d'une surenchère, mais qui ne trompe personne. Parce que toute personne qui veut vraiment avoir les informations de ce qui se passe en réalité sur le terrain, il peut les avoir. C'est pas parce que vous inventez des informations pour distribuer, pour essayer de tromper les gens, que les gens vont tomber dans le panneau. Merci beaucoup. On va vers la fin. On rappelle que vous pouvez envoyer des messages sur le numéro WhatsApp qui apparaît sur votre écran. Alors parlons de l'impact. Si jamais la guerre ne finit pas, si jamais la guerre continue, quel sera l'impact sur la vie en général des citoyens congolais, des voisins de la région en général? Alfred, vous avez le micro. Bon, vous savez, sur cette guerre-là, si cette guerre ne s'arrête pas, ce qui est sûr, il y aura des impacts négatifs sur les populations d'abord et sur l'économie du pays. Et il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine, donc il va falloir que cette guerre s'arrête. Mais il y a un point très important que je voulais souligner. Il faut d'abord se poser la question pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier avec le M23. Je crois que la réponse est un peu plus loin. Il faut remonter. Si nous voyons bien la motivation du gouvernement congolais, c'est que derrière cette va en guerre contre le M23, malgré que le M23 a déjà pris la ville de Goma, au lieu d'aller négocier, ils refusent. Ils veulent encore continuer la guerre. Parce que derrière cette guerre, il y a des intérêts des grandes firmes
à l'international. Et ce sont ces firmes qui bénéficient, qui tirent profit quand cette guerre continue et perdure. Et ces firmes sont, je crois, de connivence et avec le gouvernement congolais et avec les Congolais. Parce que je crois qu'avec notre émission de la fois passée, j'ai bien souligné qu'il y a eu des Congolais, des étrangers qui étaient arrêtés au Congo en train de marchander avec des devises, des devises de dollars. Donc il y a eu beaucoup de saisies par rapport à ça. Cela veut dire que si on fait une remarque, c'est que le pays en question est vraiment envahi par la corruption, c'est-à-dire l'élite congolaise même est corrompue. Donc maintenant, la question plus importante qu'il fallait se poser, c'est une question de responsabilité, que le gouvernement congolais prenne sa responsabilité face à ce conflit-là et décide de trouver une solution. Et non pas de considérer ses intérêts personnels, soit des intérêts des individus qui sont dans le gouvernement congolais, qui marchandent maintenant avec les firmes que les particuliers. Quelqu'un a envoyé un message, il a dit que vous avez dit que les Congolais rwandophones n'ont pas été considérés et pourtant ils sont dans le gouvernement. Il y a le ministre Kisalo qui est ministre des infrastructures, il a dit. Et comment vous pouvez continuer à dire qu'ils ne sont pas considérés? Oui, mais je n'ai pas dit. Nous avons joué au billes pendant notre enfance. Il peut y avoir trop de billes, vous les gagnez tous, mais vous vouliez un. Et celui-là va représenter toutes les billes que vous avez gagnées. Ça arrive. Un seul individu ne peut pas représenter toute la communauté. Au Congo, la communauté rwandophone, détenue aussi, ne peut pas être représentée par une seule personne. Surtout que vous savez que lors du gouvernement provincial de 1961, en tout cas, je peux vous énumérer de mémoire à peu près 7 à 8 ou 9 personnes originaires du Nord Kivu qui faisaient partie du gouvernement provincial du Kivu. Il y a Rwakabuwa, il y a Rwisereka, il y a je ne sais qui. Oui, le temps passe. Ça montre quoi pour aller vers la fin? Ça montre que... Et pourquoi ils ne sont plus... Il y a l'idéologie raciste anti-Tutsi par le tristement célèbre Empire Hamite croit maintenant que le moment est venu pour occulter les choses et continuer à piller les matières premières au Congo. Notre ami a parlé des films là-bas. Il n'y a pas que les films. Il y a même un pays européen qui devait assurer les entraînements militaires de l'armée nationale au Congo, qui n'a pas pu commencer à cause de la guerre du M23. Vous voulez que je le cite? C'est écrit dans les journaux, c'est la France. Toujours la France dans cette région. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment se fait-il que le M23, qui n'a pas vraiment beaucoup de ressources, peut gagner là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres grandes puissances qui sont derrière le M23? Parce qu'on a parlé des gens des mercenaires de la Roumanie, qui sont venus de l'Afrique du Sud, du Burundi, et le M23 les a vaincus. Est-ce que j'aimerais que... Oui, alors c'est comme ça. Je pose la question parce qu'il parlait de la France qui est derrière le gouvernement congolais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres puissances qui sont derrière le M23? Comment on peut expliquer la victoire de M23? Un mouvement qui ne date pas même de... On dit toujours, lorsqu'il y a deux belligérants dans une guerre, on voit les gens sur le terrain et on les nomme. Mais derrière eux, il y a toute une chaîne. Notamment lors de la guerre de l'AFD. On a même parlé d'internationalisation de la guerre mondiale africaine. Parce que le Tchad était venu, parce que le Congo-Brazzaville était venu, parce que l'Angola était venu, Zimbabwe était venu,
le Rwanda était venu, l'Ouganda était venu, et c'était devenu du méli-mélo. Et lorsqu'il y a que l'Afrique ne marche pas, il y a toujours des vautours autour qui attendent que vous battiez pendant qu'eux, ils sont en train de piller. Et c'est ça qui se passe. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le Congo avait même été qualifié de comptoir mondial de matières premières. Oui, il est toujours, et il sera même pour beaucoup d'années. Il le sera pour longtemps si on ne négocie pas. Est-ce que vous croyez en cela? Si on ne négocie pas, le Congo ne sera plus... Non, si on ne négocie pas, il y aura... Alain, si vous essayez d'analyser, peut-être c'est la dernière question que je pose, est-ce que le Congo, s'il parvient à négocier et qu'il y ait la paix dans ce pays, est-ce que le Congo peut maintenant être une grande puissance économiquement, vu ses ressources? Parce que ces guerres, ça date de longtemps. Ça date de longtemps, ça ne finit pas. Moi, je vais vous dire ce que je crois et je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Il a parlé de contrôle mondial des ressources Si naturelles. le Congo se stabilise et qu'il y ait la paix, en moins de 20 ans, cette région, Ce sera un boom économique. ça sera un boom économique au niveau mondial. Est-ce que les Congolais ne le savent pas? Parce que si les Congolais le savent, les Rwandais le savent, les Burundais le savent, les Africains le savent, mais comme il a dit, derrière, il y a autre chose. Parce que si tu as l'Afrique du Sud qui est stable, et à 2-3 000 km, le Congo qui est stable, et au nord, les pays maghrébins qui sont stables, l'Afrique, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il y aura toujours des bâtons dans nos roues pour essayer l'avenir de... Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire que l'avenir, c'est en Afrique. Aujourd'hui, on est à, je crois, on est à 1,4 milliard. D'ici 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Et la jeunesse, elle sera la jeunesse de moins de 18 ans sera à 60-65%. Tout le monde est conscient de ça. Et vu les matières qui sont en Afrique, les terres à cultiver, les océans qui nous entourent, c'est évident qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on va le comprendre pas à pas, graduellement, mais le jour où tout le monde aura compris qu'on a intérêt à s'unir pour développer nos pays, là, on va vraiment démarrer. Donc moi, j'ai espoir que cette guerre va s'arrêter, mais il faut absolument une volonté politique. Là, je parle des gouvernants du Congo, et qui prennent leurs responsabilités. De toute façon, le problème se pose sur leur territoire. À eux de prendre l'initiative et d'accepter l'aide qui vient de partout. Merci beaucoup, Alain. Alfred, tu voulais réagir et puis on clôture. Bon, je voudrais réagir par rapport à la sécurité du pays. Parce que si nous voyons bien, le Congo a une population de plus de 100 millions d'habitants. 110 millions d'habitants. Et quand on voit la façon dont le gouvernement congolais gère ce conflit, on remarque que le gouvernement a ramené des mercenaires de l'étranger pour pouvoir combattre les M23. Alors, la question que l'homme ou bien l'Africain ordinaire devait se poser est que comment se fait-il pour un pays qui a 100 millions d'habitants n'arrive pas à avoir une armée forte, et considérant déjà que ce pays assis sur une grande richesse n'arrive pas à avoir une armée pour sécuriser sa population? Cela est un problème déjà. C'est un grand problème pour le Congo. Donc les Congolais, il revient maintenant aux Congolais. La population congolaise doit demander des comptes maintenant à leur gouvernement. Parce qu'on ne peut pas accepter un pays qui a 100 millions d'habitants aller ramener des mercenaires de 5 000 ou de 10 000 hommes. Ce n'est pas faisable. Personne n'acceptera cela. Donc, le problème, c'est un problème congolais. Entre eux, ils doivent résoudre ça. Et l'initiative doit venir du gouvernement. Plus grave que ça,
chaque mercenaire percevait 7 000 à 15 000 dollars le mois. Oui, oui. Pendant ce temps, le caporal de l'armée congolaise Sont au moins percevait 200 35 dollars par mois et qui n'arrivait même pas sur 6 mois ou 7 mois. Merci beaucoup, Bernard. Donc, c'est déjà un problème qu'il fallait résoudre d'abord. C'est un problème de Congolais, comme on aime le dire. Et Alain, qu'est-ce que vous dites? Le Rwanda ne peut pas appuyer pour l'organisation de la RDC? Non, le Rwanda est prêt à aider pour que... Pas le M23. À aider le gouvernement congolais. À aider le gouvernement congolais à ce que la sécurité puisse revenir à l'est du pays. Mais n'oubliez pas que le président, une fois, on lui a même donné une mission d'aller parler au M23. Il a dit, d'accord, qu'est-ce que je dois leur dire? Et si je leur dis ça, quelles sont les conséquences? Donc, il est prêt à aider. Parce qu'on est conscient et on est sûr et certain que ce problème ne sera résolu que par les négociations et non pas par la guerre. Un mot à la dernière question, Alain. Les gens disent que le Rwanda veut récupérer les anciennes frontières. Non, le Rwanda fait partie... Intangibilité des frontières. Attendez, Bernard. Il est le porte-parole du gouvernement. J'aimerais qu'il réponde à cette question. Non. Nous faisons partie de l'Union africaine et en signant le traité de l'Union africaine, on a accepté le principe de l'intangibilité des frontières. On a accepté que les frontières qui étaient là, quand on a signé, restent ainsi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en changer. Et si on le fait, c'est la catastrophe au niveau de tout le continent. Donc tous les pays sont d'accord pour garder les frontières. Maintenant, essayons de vivre ensemble en fonction de la situation que nous a léguée l'histoire. Merci beaucoup. Et cela, sur toutes les frontières du Congo, il y a des populations transfrontalières. C'est pas seulement au Congo, dans toute l'Afrique, Bernard. Parallèlement, n'oubliez pas aussi le côté de l'autodétermination. Donc maintenant, ça concerne les Congolais. C'est entre eux. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, et que un jour, si M23 n'arrive pas à s'entendre avec le gouvernement congolais, et s'il décide de s'autodéterminer, ça sera légal. Parce que cette condition est acceptable au sein de l'Union africaine et au niveau de l'ONU. On espère que les choses n'arriveront pas jusqu'à cette auto-indépendance. Merci beaucoup, Alfred. Le temps n'est pas vraiment à notre faveur. Merci beaucoup, Monsieur Alfred, d'avoir participé à cette émission. Ça a été un plaisir. Merci, Monsieur Alain Mukularinda, d'avoir participé à cette émission. Merci, vous êtes toujours le bienvenu dans notre émission. Merci beaucoup, Bernard. Je vous remercie. Vous êtes le fils de la maison, vous êtes familier à cette émission. De m'avoir permis de parler de mon cher Congo. Oui. Et vous êtes congolais ou rwandais? Mais je suis le tout. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre attention. On se voit alors mardi prochain à 19h15 comme d'habitude.